Le Moyen-Âge est une période historique qui s'étend environ de l'an 500 à l'an 1500 de notre ère. C'est une période de grands changements politiques, sociaux et culturels en Europe, marquée par la chute de l'Empire romain d'Occident, l'essor du christianisme, les invasions barbares, la féodalité, les croisades et bien plus encore. Mais qu'en est-il de la criminalité pendant cette période ? Comment les crimes étaient-ils définis, poursuivis et punis ? Qui étaient les criminels et les victimes ? Quels étaient les crimes les plus courants et comment ont-ils évolué au fil du temps ? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à ces questions et de brosser un tableau général de la criminalité au Moyen-Âge. Nous allons examiner les sources d'informations disponibles, les types de crimes les plus fréquents, les peines et les châtiments infligés aux criminels, les tribunaux et les juges chargés de juger les crimes, les procédures judiciaires suivies, les prisons et les conditions de détention, ainsi que la criminalité dans les marges de la société médiévale. En espérant que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre cette période complexe et passionnante de l'histoire européenne. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le monde sombre et mystérieux de la criminalité au Moyen-Âge. Bon visionnage. L'étude de la criminalité au Moyen-Âge est un domaine fascinant qui nous plonge dans les méandres de la société médiévale, révélant ses peurs, ses lois et ses châtiments. Les historiens, pour reconstituer cette période lointaine, s'appuient sur une variété de sources, chacune apportant son lot de détails et de perspectives uniques. Ces sources, bien que fragmentaires et souvent biaisées, permettent de dresser un tableau complexe et nuancé de la criminalité médiévale. Les chroniques médiévales constituent une première source incontournable. Ces récits, souvent rédigés par des moines ou des clercs, relatent les événements marquants de cette époque. Bien que leur objectif principal soit souvent de glorifier les actions des puissants ou de relater des événements religieux, elles contiennent également des descriptions de crimes et de châtiments. Par exemple, les chroniques de Grégoire de Tours, un évêque du VIe siècle, offrent un aperçu précieux des violences et des crimes de son temps. Cependant, il est essentiel de lire ces textes avec un œil critique, car les chroniqueurs avaient souvent des motivations politiques ou religieuses qui pouvaient influencer leurs récits. Les registres judiciaires sont une autre source primordiale pour les historiens. Ces documents, conservés dans les archives, contiennent les comptes rendus des procès et des sentences prononcées par les tribunaux. Ils offrent une vision détaillée des procédures judiciaires et des types de crimes jugés. Les registres de la cour du Châtelet à Paris, par exemple, fournissent une mine d'informations sur les crimes commis dans la capitale française au Moyen-Âge. Ces documents permettent de comprendre non seulement la nature des crimes, mais aussi les peines infligées et les procédures suivies. Ils révèlent également les préoccupations des autorités en matière de maintien de l'ordre et de justice. Les lettres de rémission sont également une source précieuse. Ces lettres accordées par le roi ou un seigneur pardonnaient un crime en échange de certaines conditions, comme le paiement d'une amende ou bien la réalisation d'un service. Elles étaient souvent demandées par des criminels repentis ou leurs familles et fournissent des détails sur les circonstances des crimes et les motivations des criminels. Les lettres de rémission permettent ainsi de comprendre les mécanismes de la justice médiévale et les possibilités de réhabilitation offertes aux criminels. Les textes normatifs tels que les coutumiers ou les ordonnances royales offrent un cadre légal pour comprendre la criminalité au Moyen-Âge. Ces textes définissent ce qui était considéré comme un crime et les peines correspondantes. Par exemple, les coutumiers de Normandie ou de Bourgogne détaillent les infractions et les sanctions applicables dans ces régions. Les ordonnances royales, quant à elles, montrent comment le pouvoir central tentait de réguler et de contrôler la criminalité à travers le royaume. Ces textes sont essentiels pour comprendre les bases légales sur lesquelles reposaient les jugements et les sentences. Les chroniques locales et les récits de voyageurs apportent également des informations précieuses. Ces récits, souvent rédigés par des observateurs extérieurs, offrent une perspective différente sur la criminalité et la justice. Par exemple, les récits de voyageurs arabes ou italiens, décrivant leur séjour en Europe médiévale, fournissent des descriptions vivantes des pratiques judiciaires et des châtiments. Ces textes permettent de comparer les pratiques judiciaires entre différentes régions et cultures. Les sources iconographiques et archéologiques complètent, si l'on peut dire, ce tableau. Les enluminures, les fresques et les sculptures représentent souvent des scènes de crimes et de châtiments, offrant un aperçu visuel des pratiques judiciaires. Par exemple, les enluminures des manuscrits médiévaux montrent des scènes de pendaison, de décapitation ou de torture, illustrant
les méthodes de punition utilisées à l'époque. Les fouilles archéologiques, quant à elles, permettent de découvrir des vestiges de prisons, de gibets ou de fosses communes, fournissant des preuves matérielles des pratiques judiciaires. Enfin, les sources littéraires ne doivent pas être négligées. Les œuvres de fiction, comme les romans de chevalerie ou les fabliaux, contiennent souvent des descriptions de crimes et de châtiments. Bien que ces textes soient avant tout des œuvres de divertissement, ils reflètent les préoccupations et les valeurs de leur époque. Par exemple, les romans de Chrétien de Troyes ou les fabliaux de Rutebeuf offrent des descriptions vivantes des crimes et des châtiments, montrant comment la société médiévale percevait la criminalité. En somme, l'étude de la criminalité au Moyen-Âge repose sur une diversité de sources, chacune apportant une perspective unique. Les historiens doivent croiser ces différentes sources pour reconstituer un tableau complet et nuancé de la criminalité médiévale. Les chroniques, les registres judiciaires, les lettres de rémission, les textes normatifs, les récits de voyageurs, les sources iconographiques et archéologiques, ainsi que donc les œuvres littéraires, offrent une richesse d'informations qui permettent de comprendre les mécanismes de la justice médiévale et les perceptions de la criminalité à cette époque. Grâce à ces sources, nous pouvons plonger dans l'univers complexe et fascinant de la criminalité au Moyen-Âge, révélant les peurs, les lois et les châtiments qui ont façonné la société médiévale. Au cœur des sombres ruelles pavées et des imposantes forteresses du Moyen-Âge, une multitude de crimes se déroulaient, reflétant les peurs, les superstitions et les luttes de pouvoir de l'époque. Les chroniques médiévales, souvent teintées de mysticisme et de légendes, nous offrent un aperçu fascinant des délits les plus courants de cette période tumultueuse. Le vol était sans doute l'un des crimes les plus répandus. Dans une société où la richesse était souvent concentrée entre les mains de quelques nobles et ecclésiastiques, les pauvres et les marginaux se tournaient fréquemment vers le vol pour survivre. Les marchés bondés et les chemins isolés étaient des lieux de prédilection pour les voleurs. Les punitions pour le vol variaient, allant de l'amputation des mains à la pendaison, en fonction de la gravité du délit et de la clémence du seigneur local. Le meurtre, bien que moins fréquent que le vol, était un crime qui semait la terreur dans les communautés. Les querelles de voisinage, les rivalités familiales et les luttes de pouvoir pouvaient facilement dégénérer en violences mortelles. Les méthodes de meurtre étaient variées, allant de l'empoisonnement à l'attaque brutale avec des armes blanches. Les meurtriers, s'ils étaient capturés, faisaient souvent face à des exécutions publiques destinées à dissuader d'autres criminels potentiels. L'adultère était un crime qui touchait à l'honneur et à la réputation des familles. Dans une société où les mariages étaient souvent arrangés pour des raisons politiques ou économiques, la fidélité conjugale était hautement valorisée. Les femmes accusées d'adultère risquaient des châtiments sévères, allant de la flagellation publique à la mort par lapidation. Les hommes, bien que parfois punis, bénéficiaient souvent de plus de clémence. La sorcellerie ou l'accusation de sorcellerie était un crime profondément enraciné dans les superstitions médiévales. Les périodes de crise, telles que les épidémies ou les mauvaises récoltes, voyaient une augmentation des accusations de sorcellerie. Les femmes en particulier, les guérisseuses et les sages-femmes, étaient souvent les cibles de ces accusations. Les procès pour sorcellerie étaient souvent des spectacles publics, où les accusés étaient soumis à des tortures pour obtenir des aveux. Les condamnés étaient généralement brûlés vifs, une méthode d'exécution destinée à purifier leur âme. Au cœur des âges sombres, où les châteaux se dressaient fièrement et où les églises dominaient les villages, la justice médiévale s'exerçait avec une rigueur et une sévérité qui nous semblent aujourd'hui presque inconcevables. Les peines et les châtiments infligés aux criminels reflétaient non seulement les valeurs et les croyances de l'époque, mais aussi une volonté farouche de maintenir l'ordre et la paix dans une société souvent marquée par la violence et l'instabilité. La peine de mort était sans doute la sanction ultime, réservée aux crimes les plus graves, tels que le meurtre, la trahison et parfois même le vol répété. Les méthodes d'exécution étaient variées et souvent spectaculaires, destinées à servir d'exemple et à dissuader les autres. La pendaison était courante pour les voleurs et les meurtriers, tandis que les nobles coupables de trahison pouvaient être décapités, une méthode considérée comme plus honorable. La roue, où le condamné était attaché et ses membres brisés, était une autre forme de châtiment particulièrement cruel. Les sorcières et les hérétiques, quant à eux, étaient souvent brûlés vifs, une pratique destinée à purifier leur âme par le feu. La mutilation était une autre forme de punition courante, utilisée pour marquer à vie les criminels et les dissuader de récidiver. Les voleurs pouvaient se voir couper une main
tandis que les menteurs et les blasphémateurs risquaient de perdre leur langue. Les faussaires, quant à eux, étaient souvent marqués au fer rouge sur le front, une marque indélébile de leur crime. Ces châtiments corporels étaient non seulement douloureux, mais aussi profondément humiliants, car ils stigmatisaient les criminels aux yeux de la communauté. L'emprisonnement, bien que moins courant que les châtiments corporels, était également utilisé pour punir les criminels. Les prisons médiévales étaient souvent des lieux sombres et insalubres, où les détenus étaient entassés dans des cellules étroites et humides. Les conditions de détention étaient extrêmement dures, et les prisonniers devaient souvent compter sur la charité de leurs proches pour obtenir de la nourriture et des vêtements. L'emprisonnement pouvait être temporaire en attendant un jugement ou à long terme pour les crimes moins graves. L'amende était une peine fréquemment utilisée pour les délits mineurs et les infractions civiles. Les amendes permettaient aux seigneurs et aux autorités locales de remplir leurs coffres tout en punissant les contrevenants. Les montants variaient en fonction de la gravité du crime et de la richesse du coupable. Dans certains cas, les amendes pouvaient être accompagnées d'autres formes de châtiment, comme la flagellation publique, destinée à humilier le criminel et à le dissuader de récidiver. Les crimes contre la foi, tels que l'hérésie et la sorcellerie, étaient sévèrement punis par l'Église. Les hérétiques pouvaient être excommuniés, une sanction qui les excluait de la communauté chrétienne et les privait de tout soutien spirituel. Les procès pour sorcellerie étaient souvent des spectacles publics où les accusés étaient soumis à des tortures pour obtenir des aveux. Les condamnés étaient généralement brûlés vifs, une méthode d'exécution destinée à purifier leur âme. Enfin, il existait une variété de châtiments humiliants destinés à ridiculiser les criminels et à les exposer à la vindicte publique. Le pilori, où le condamné était attaché par le cou et les poignets et exposé sur la place publique, était une forme courante de punition. Les passants pouvaient alors l'insulter, le frapper ou lui jeter des détritus. Au cœur du Moyen-Âge, la justice était une affaire complexe et multiforme, reflétant la diversité des pouvoirs en place et les particularités des sociétés médiévales. Les tribunaux et les juges, chargés de juger les crimes et de maintenir l'ordre, étaient nombreux et variés, allant des cours seigneuriales aux cours ecclésiastiques en passant par les cours royales. Chacune de ces juridictions avait ses propres règles, ses propres procédures et ses propres acteurs, contribuant à un paysage judiciaire riche et souvent fragmenté. Les cours seigneuriales étaient les tribunaux les plus courants au Moyen-Âge, présidés par les seigneurs locaux ou leurs représentants. Ces cours avaient compétence sur les terres du seigneur et jugeaient une grande variété de délits, allant des querelles de voisinage aux crimes les plus graves comme le vol ou l'homicide. Les seigneurs, en tant que détenteurs du pouvoir judiciaire, avaient le droit de rendre justice et d'imposer des peines. Les procès se déroulaient souvent en plein air, sur la place du village ou dans la cour du château, et les jugements étaient rendus de manière expéditive. Les peines infligées pouvaient aller de l'amende à la mutilation, en passant par la peine de mort. Les cours ecclésiastiques ou tribunaux de l'Église avaient compétence sur les affaires religieuses et morales. Elles jugeaient les clercs accusés de crimes, ainsi que les laïcs accusés de délits contre la foi, tels que l'hérésie, la sorcellerie ou l'adultère. Les juges ecclésiastiques étaient généralement des évêques ou des abbés, assistés de clercs et de théologiens. Les procédures étaient souvent plus formelles que dans les cours seigneuriales, avec des enquêtes approfondies et des témoignages sous serment. Les peines infligées par les cours ecclésiastiques pouvaient être sévères, allant de la pénitence publique à l'excommunication, voire à la mort par le feu pour les hérétiques. Les cours royales ou tribunaux du roi étaient les plus hautes juridictions du royaume. Elles avaient compétence sur les affaires les plus graves et les plus importantes, telles que les crimes de lèse-majesté, les grandes trahisons et les litiges entre grands seigneurs. Les juges royaux étaient des officiers nommés par le roi, souvent des nobles ou des juristes de haut rang. Les procès devant les cours royales étaient généralement plus longs et plus complexes que dans les autres juridictions, avec des procédures écrites, des plaidoiries et des appels possibles. Les peines infligées par les cours royales pouvaient être extrêmement sévères, incluant la confiscation des biens, l'exil ou bien la peine de mort. Les juges médiévaux, qu'ils soient seigneuriaux, ecclésiastiques ou royaux, jouaient un rôle crucial dans le maintien de l'ordre et de la justice. Ils étaient souvent des figures respectées et influentes, dotées d'une grande autorité morale et juridique.
Les tribunaux du Moyen Âge, qu'ils soient seigneuriaux, ecclésiastiques ou royaux, suivaient des procédures complexes et variées pour juger les crimes et les délits. Ces procédures, bien que parfois rudimentaires, reflétaient les valeurs et les croyances de l'époque. Le processus judiciaire commençait généralement par une accusation. Celle-ci devait être portée par une victime, un témoin ou même par les autorités locales. Dans les petites communautés, les accusations étaient souvent publiques, portées devant l'assemblée du village ou la cour seigneuriale. Les accusations de crimes graves comme le meurtre ou la trahison pouvaient également être portées devant les cours royales ou ecclésiastiques. Les accusateurs devaient souvent prêter serment sur la Bible, affirmant la véracité de leurs allégations sous peine de parjure. Une fois l'accusation portée, l'accusé avait le droit de se défendre. La défense au Moyen Âge pouvait prendre plusieurs formes, allant de la simple dénégation des faits à la présentation de preuves et de témoins. Les accusés pouvaient également recourir à des champions, des combattants, qui les représentaient dans des duels judiciaires. Ces duels, appelés ordalie, étaient considérés comme des jugements de Dieu, où l'issue du combat déterminait la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Dans les cours ecclésiastiques, les accusés pouvaient également invoquer des arguments théologiques et demander l'intercession de l'Église. Le témoignage jouait un rôle crucial dans les procédures judiciaires médiévales. Les témoins appelés à la barre devaient prêter serment et raconter ce qu'ils avaient vu ou entendu. Les témoignages étaient souvent considérés comme des preuves solides, surtout s'ils étaient corroborés par plusieurs personnes. Dans certains cas, les témoins pouvaient être soumis à des interrogatoires rigoureux, voire à la torture, pour vérifier la véracité de leurs déclarations. Les témoignages écrits étaient rares, la plupart des procès se déroulant oralement. La notion de preuve au Moyen Âge était très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Les preuves matérielles, comme les armes de crime ou les objets volés, étaient souvent présentées devant le tribunal. Cependant, les preuves dites irrationnelles étaient également courantes. Les ordalies, par exemple, étaient des épreuves physiques destinées à prouver l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. L'ordalie par l'eau, où l'accusé était plongé dans une rivière, était censé révéler la vérité. Si l'accusé flottait, il était coupable. S'il coulait, il était innocent. De même, l'ordalie par le feu, où l'accusé devait marcher sur des charbons ardents ou tenir une barre de fer chauffée à blanc, était censé démontrer l'innocence par l'absence de blessure. Le jugement était rendu par le juge ou le tribunal après avoir entendu les accusations, la défense, les témoignages et les preuves. Les juges médiévaux, qu'ils soient seigneuriaux, ecclésiastiques ou royaux, avaient une grande latitude dans la détermination des peines. Ces peines pouvaient aller de l'amende à la mutilation, en passant par l'emprisonnement et la peine de mort. Les jugements étaient souvent rendus publiquement et les exécutions étaient des spectacles destinés à dissuader les autres criminels. Dans certains cas, les accusés pouvaient faire appel de leur jugement. Les appels étaient généralement portés devant une juridiction supérieure, comme une cour royale ou ecclésiastique. Les procédures d'appel étaient souvent longues et coûteuses, et seuls les riches et les puissants pouvaient se permettre de les poursuivre. Les appels pouvaient aboutir à la confirmation du jugement initial, à sa modification ou à son annulation. Certaines procédures judiciaires médiévales étaient réservées à des crimes spécifiques ou à des catégories particulières de personnes. Les procès pour sorcellerie, par exemple, suivaient souvent des procédures distinctes, avec des enquêtes approfondies et des interrogatoires sous torture. Les clercs accusés de crimes étaient jugés par des cours ecclésiastiques qui appliquaient des règles et des peines différentes de celles des cours laïques. De même, les nobles accusés de trahison étaient souvent jugés par des cours royales avec des procédures plus formelles et des peines plus sévères. Les prisons du Moyen Âge, qu'elles soient des cachots, des oubliettes ou des geôles, étaient des lieux de souffrance et de désespoir, où les prisonniers étaient souvent laissés à l'abandon, sans espoir de rédemption. Les cachots étaient des cellules souterraines, sombres et humides, où les prisonniers étaient enfermés pour des périodes indéterminées. Ces cellules, souvent situées dans les sous-sols des châteaux ou des forteresses, étaient à peine éclairées par de petites ouvertures, laissant entrer peu de lumière et d'air. Les conditions de vie dans les cachots étaient extrêmement dures. Les prisonniers étaient souvent enchaînés au mur, privés de nourriture et d'eau potable et exposés aux maladies et aux infections. Les cachots étaient utilisés pour les criminels les plus dangereux, ainsi que pour les prisonniers politiques et les ennemis du seigneur local. Les oubliettes, comme leur nom l'indique, étaient des prisons où les détenus étaient littéralement oubliés. Ces cellules étaient souvent des puits profonds et étroits, creusés dans le sol des châteaux, où les prisonniers étaient jetés sans espoir de sortie. Les oubliettes étaient conçues pour être inaccessibles, avec des ouvertures si petites que les prisonniers ne pouvaient se tenir debout ni s'allonger confortablement. Les détenus
y étaient laissées sans nourriture ni eau, condamnées à mourir de faim ou de soif. Les oubliettes étaient utilisées pour les prisonniers considérés comme particulièrement dangereux et indésirables, et leur existence même était souvent tenue secrète. Les geôles étaient quant à elles des prisons plus conventionnelles, situées dans les villes et les villages, où les prisonniers étaient détenus en attendant leur procès ou l'exécution de leur peine. Les geôles étaient souvent des bâtiments en pierre, avec des cellules individuelles ou communes, où les détenus étaient enfermés derrière des portes en bois renforcées de fer. Les conditions de vie dans les geôles variaient considérablement. Certains prisonniers pouvaient bénéficier de la charité de leurs proches ou de la communauté, tandis que d'autres étaient laissés à l'abandon, sans nourriture ni vêtements. Les geôliers, souvent corrompus, pouvaient extorquer de l'argent aux prisonniers en échange de meilleures conditions de détention. Justement, les conditions de détention au Moyen-Âge étaient généralement extrêmement dures, reflétant la brutalité de la justice médiévale. Les prisonniers étaient souvent enchaînés, privés de nourriture et d'eau potable et exposés aux maladies et aux infections. Les cellules étaient sombres, humides et mal ventilées, avec peu ou pas de lumière naturelle. Les prisonniers devaient souvent dormir à même le sol, sans couverture ni matelas, et étaient exposés aux rats et autres vermines. Les conditions sanitaires étaient déplorables, avec des latrines rudimentaires et une absence totale d'hygiène. La vie des prisonniers médiévaux était marquée par la souffrance et le désespoir. Les détenus étaient souvent laissés à l'abandon, sans espoir de rédemption ou de libération. Les prisonniers de guerre, les criminels et les prisonniers politiques partageaient souvent les mêmes cellules, créant une atmosphère de tension et de violence. Les prisonniers devaient souvent compter sur la charité de leurs proches ou de la communauté pour obtenir de la nourriture, des vêtements et des médicaments. Les tentatives d'évasion étaient rares, mais pas inexistantes. Les prisonniers les plus désespérés pouvaient ainsi tenter de s'évader en creusant des tunnels, en soudoyant les geôliers ou en profitant de l'aide de complices extérieurs. Les évasions réussies étaient cependant rares et les prisonniers capturés, après une tentative d'évasion, étaient souvent sévèrement punis, voire exécutés. Vers la fin du Moyen-Âge, certaines réformes et améliorations ont été apportées aux conditions de détention. Les autorités ecclésiastiques et royales ont commencé à prendre conscience des conditions inhumaines dans les prisons et ont tenté d'introduire des réformes pour améliorer la vie des prisonniers. Des efforts ont été faits pour fournir de la nourriture et des vêtements aux détenus et pour améliorer les conditions sanitaires dans les prisons. Cependant, les réformes étaient souvent limitées et inégalement appliquées et les conditions de détention restaient généralement très dures. Dans l'ombre des imposantes cathédrales et des châteaux fortifiés, une autre réalité se dessinait au Moyen-Âge, celle des marges de la société. Ces marges étaient peuplées de bandits de grand chemin, de mendiants, de prostituées et d'autres individus vivant en dehors des normes sociales établies. La criminalité y était omniprésente, reflet des inégalités et des injustices de l'époque. Les routes médiévales, souvent mal entretenues et mal surveillées, étaient le terrain de prédilection des bandits de grand chemin. Ces hors-la-loi, souvent issus des couches les plus pauvres de la société, attaquaient les voyageurs et les marchands pour les dépouiller de leurs biens. Les embuscades étaient fréquentes et les bandits n'hésitaient pas à recourir à la violence pour parvenir à leur fin. Les routes commerciales, reliant les grandes villes et les foires, étaient particulièrement dangereuses. Les autorités locales tentaient de lutter contre ce fléau en organisant des patrouilles et en érigeant des gibets le long des routes pour dissuader les criminels. Cependant, la pauvreté et le désespoir poussaient de nombreux individus à rejoindre les rangs des bandits malgré les risques encourus. La mendicité était une réalité omniprésente dans les villes et les villages médiévaux. Les mendiants, souvent des paysans ruinés, des invalides ou des orphelins, erraient dans les rues à la recherche de la charité des passants. La pauvreté extrême et les famines récurrentes poussaient de nombreuses personnes à mendier pour survivre. Les mendiants étaient souvent perçus avec méfiance et mépris par les autres membres de la société qui les considéraient comme des parasites. Les autorités locales tentaient de réguler la mendicité en délivrant des licences aux mendiants officiels et en chassant les autres des villes. Cependant, ces mesures étaient souvent inefficaces et la mendicité restait un phénomène répandu. La prostitution était une autre réalité des marges de la société médiévale. Les prostituées, souvent issues des couches les plus pauvres de la société, vendaient leurs services pour survivre. Les bordels étaient courants dans les villes, souvent situés dans des quartiers spécifiques, loin des regards respectables. Les prostituées étaient souvent victimes de violences et d'abus, tant de la part de leurs clients que des autorités. Elles étaient également exposées à des maladies et à des conditions de vie précaires. Malgré cela,
la prostitution était tolérée par les autorités qui y voyaient un mal nécessaire pour canaliser les pulsions sexuelles des hommes et protéger ainsi les femmes respectables. Les lépreux occupaient une place particulière dans les marges de la société médiévale. Souffrant de la lèpre, une maladie incurable et hautement stigmatisée, ils étaient souvent exclus de la société et contraints de vivre dans des léproseries ou des colonies isolées. Les lépreux étaient perçus comme des êtres impurs et dangereux, porteurs d'une malédiction divine. Ils devaient porter des vêtements distinctifs et agiter des clochettes pour signaler leur présence, afin que les autres puissent les éviter. Malgré cette exclusion, certaines communautés religieuses et charitables tentaient de leur venir en aide en leur fournissant des soins et un abri. Les vagabonds, souvent des paysans sans terre ou des artisans sans travail, erraient de ville en ville à la recherche de moyens de subsistance. La mobilité des vagabonds les rendait suspects aux yeux des autorités qui les considéraient comme des fauteurs de troubles potentiels. Les vagabonds étaient souvent arrêtés et emprisonnés, voire expulsés des villes. Les autorités tentaient de contrôler ce phénomène en imposant des restrictions à la mobilité et en exigeant des certificats de résidence. Cependant, la précarité économique et les crises récurrentes poussaient de nombreux individus à adopter un mode de vie itinérant. Les hérétiques et les sorcières, accusés de déviance religieuse et de pratiques occultes, étaient également marginalisés et persécutés. Les hérétiques, qui remettaient en question les dogmes de l'Église, étaient souvent traqués par l'Inquisition et soumis à des procès rigoureux. Les sorcières, accusées de pacte avec le diable et de maléfices, étaient souvent dénoncées par leurs voisins et soumises à des tortures pour obtenir des aveux. Les condamnés étaient généralement exécutés, souvent par le feu, dans des spectacles publics destinés à purifier la communauté et à dissuader d'autres déviants. Au final, les marges de la société médiévale étaient peuplées d'individus vivant en dehors des normes sociales et souvent en conflit avec la loi. Bandits de grand chemin, mendiants, prostituées, lépreux, vagabonds, hérétiques ou bien sorcières formaient un monde à part, marqué par la pauvreté, la violence et la stigmatisation. Ces marges, bien que souvent invisibles dans les chroniques officielles, étaient une réalité incontournable de la société médiévale, reflétant les inégalités et les injustices de l'époque. Le Moyen-Âge, souvent perçu comme une époque de féodalité rigide et de stabilité relative, fut en réalité marqué par de nombreuses révoltes et émeutes. Ces soulèvements, souvent violents, étaient le reflet des tensions sociales, économiques et politiques qui agitaient la société médiévale. Parmi les révoltes les plus célèbres, on trouve la Jacquerie et la révolte des Maillotins, qui illustrent bien les frustrations et les aspirations des classes populaires de l'époque. La Jacquerie est sans doute l'une des révoltes paysannes les plus célèbres du Moyen-Âge. Elle éclata en 1358, en pleine guerre de Cent Ans, dans un contexte de crise économique et de désordre politique. Les paysans, exaspérés par les exactions des seigneurs et les lourdes taxes imposées pour financer la guerre, se soulevèrent en masse dans le nord de la France. Le terme jacquerie vient du sobriquet Jacques Bonhomme, utilisé de manière péjorative pour désigner les paysans. Les insurgés, armés de bâtons, de faux et d'autres outils agricoles, attaquèrent les châteaux et les manoirs, massacrant les nobles et leurs familles. Ils mirent à sac les propriétés seigneuriales, brûlant les récoltes et pillant les réserves de nourriture. La violence de la révolte prit les autorités par surprise et les seigneurs durent organiser une répression brutale pour rétablir l'ordre. Les troupes royales, appuyées par des mercenaires, écrasèrent les révoltes avec une férocité impitoyable. Des milliers de paysans furent tués et les survivants furent sévèrement punis. La Jacquerie laissa une profonde cicatrice dans la mémoire collective, symbolisant la révolte désespérée des opprimés contre leurs oppresseurs. La révolte des Maillotins, qui éclata à Paris en 1382, fut une autre manifestation spectaculaire des tensions sociales de l'époque. Cette révolte urbaine fut déclenchée par l'augmentation des impôts imposés par le roi Charles VI pour financer ses campagnes militaires. Les Parisiens, déjà accablés par la crise économique et les pénuries alimentaires, ne pouvaient plus supporter cette nouvelle charge fiscale. Le 1er mars 1382, les habitants de Paris se soulevèrent en masse, armés de maillets de fer, d'où leur nom de Maillotins. Ils attaquèrent les bureaux de collecte des impôts, détruisant les registres fiscaux et tuant les collecteurs d'impôts. Les émeutiers s'en prirent également aux riches marchands et aux nobles, pillant leurs maisons et leurs magasins. La révolte se propagea rapidement à d'autres villes de France, comme Rouen et Reims, où les habitants imitèrent les Parisiens. La répression de la révolte des Maillotins fut tout aussi brutale que celle de la Jacquerie. Le roi Charles VI envoya ses troupes pour rétablir l'ordre
et les émeutiers furent impitoyablement massacrés. Les chefs de la révolte furent exécutés et les survivants furent lourdement condamnés. La révolte des Maillotas marqua un tournant dans l'histoire de Paris, symbolisant la lutte des classes populaires contre l'oppression fiscale et sociale. Outre la jacquerie et la révolte des Maillotas, le Moyen-Âge fut marqué par de nombreuses autres révoltes et émeutes. En Angleterre, la révolte des paysans de 1381, menée par Wat Tyler, fut une autre manifestation spectaculaire de la colère populaire. Les paysans anglais, exaspérés par les lourdes taxes et les abus des seigneurs, se soulevèrent en masse, attaquant les manoirs et les châteaux. La révolte fut finalement écrasée et ses chefs furent exécutés, mais elle laissa une profonde empreinte dans l'histoire anglaise. En Italie, les révoltes urbaines furent fréquentes, notamment à Florence et à Milan, où les artisans et les ouvriers se révoltèrent contre les riches marchands et les nobles. Ces révoltes, souvent violentes, étaient le reflet des inégalités économiques et des tensions sociales qui agitaient les villes italiennes. Les révoltes et les émeutes du Moyen-Âge avaient des causes multiples et complexes. La crise économique, les famines, les épidémies et les guerres créaient un climat de désespoir et de frustration parmi les classes populaires. Les lourdes taxes imposées par les seigneurs et les rois pour financer leurs guerres et leurs dépenses somptuaires étaient une source constante de mécontentement. Les abus de pouvoir des seigneurs, les exactions des soldats et les injustices sociales alimentaient également la colère des paysans et des artisans. Les révoltes et les émeutes du Moyen-Âge eurent des conséquences profondes et durables. Elles révélèrent les tensions et les fractures au sein de la société médiévale, mettant en lumière les inégalités et les injustices qui la traversaient. Bien que la plupart des révoltes furent réprimées avec brutalité, elles laissèrent une empreinte durable dans la mémoire collective et contribuèrent à façonner l'évolution des sociétés médiévales. Les autorités, conscientes des dangers de la révolte, durent parfois faire des concessions pour apaiser les tensions et éviter de nouveaux soulèvements. L'évolution de la criminalité et de la justice au fil du temps révèle une transformation profonde des sociétés humaines. Au Moyen-Âge, la justice était souvent expéditive et brutale, reflétant une société marquée par la violence et l'inégalité. Les peines corporelles et la peine de mort étaient courantes et les conditions de détention étaient inhumaines. Les tribunaux étaient souvent influencés par les pouvoirs locaux, qu'ils soient seigneuriaux ou ecclésiastiques, et les procédures judiciaires manquaient de formalité et de rigueur. Avec le temps, les sociétés ont évolué vers des systèmes de justice plus équitables et plus humains. La Renaissance et les Lumières ont apporté des idées nouvelles sur les droits de l'homme et la justice, conduisant à des réformes profondes. Les peines corporelles ont été progressivement abolies et la peine de mort est devenue moins fréquente. Les prisons ont été réformées pour offrir des conditions de détention plus humaines et les procédures judiciaires sont devenues plus formalisées et plus rigoureuses. Aujourd'hui, la justice repose sur des principes de légalité, d'équité et de respect des droits de l'homme. Les tribunaux sont en théorie indépendants et impartiaux, et les procédures judiciaires sont conçues pour garantir un procès équitable. La criminalité, bien qu'elle persiste sous des formes nouvelles, est combattue par des moyens plus sophistiqués et plus respectueux des droits individuels. En conclusion, l'étude de la criminalité et de la justice au Moyen-Âge nous rappelle combien nos sociétés ont évolué. Elle nous invite également à réfléchir sur les défis actuels et futurs de la justice et sur la nécessité de continuer à œuvrer pour des systèmes judiciaires plus justes et plus humains. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Et si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodote, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.